Un être humain, c'est une machine biologique extrêmement sophistiquée, plus sophistiquée que le reste du règne animal, du fait de l'émergence de la conscience et de la conscience de soi, ce qui est unique dans le règne animal et qui donne une spécificité neurobiologique à la machine humaine par rapport aux autres machines animales. Le transhumanisme est une religion comme toutes les autres. C'est un moyen de nous faire oublier que nous allons mourir. L'homme se ment à lui-même, se trompe à lui-même pour accepter sa mort biologique. Il se fait croire à la transcendance, c'est la religion, ou il se fait croire à des idéologies athées comme le marxisme, où l'homme a l'impression de poursuivre sa vie dans le groupe politique et de faire émerger une nouvelle société, ce qui lui confère une immortalité sociale. Et on voit arriver aujourd'hui, avec le transhumanisme, une autre vision, une autre façon de se faire croire qu'on est immortel, cette fois-ci, non pas par la transcendance, non pas par la persistance au sein d'un groupe idéologique ou social, mais par la technologie qui est censée nous permettre de ne jamais mourir. Il y a des versions plus politiquement correctes, hein. On peut dire que ce sont les plus cons qui ont le pouvoir, que ce sont les plus cons qui sont riches, que ce sont les plus cons qui sont les plus innovants, mais ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que tous les pouvoirs sont aux mains des gens innovants, intelligents et persistants. Alors, bien sûr, c'est pas politiquement correct, bien sûr, c'est un peu triste pour les gens moins doués, moins innovants, mais dans le type de société que nous avons construit, le pouvoir est lié au mérite, et avant tout au mérite intellectuel, ce qui crée des inégalités bien sûr croissantes aujourd'hui, parce que plus que jamais, à l'ère de l'intelligence artificielle, il faut beaucoup d'intelligence biologique pour organiser, manager et hiérarchiser ce que produit l'intelligence artificielle. Donc nous rentrons dans une période où la prime aux gens intelligents est de plus en plus importante. Le niveau de vie des gens, le diplôme qu'ils ont et la place sociale qu'ils ont dans la société sont parfaitement corrélés à l'intelligence générale, c'est-à-dire au quotient intellectuel. Bien sûr, comme on ne peut que très difficilement agir sur le quotient intellectuel, le sujet n'est pas politiquement simple. Il est compliqué d'expliquer aux gens qui ne réussissent pas dans la vie que c'est à cause d'un manque de capacité conceptuelle. Mais c'est la terrible réalité dans laquelle nous sommes. Alors bien sûr, plus que la quantité d'intelligence dont nous disposons, ce que nous en faisons est plus important. D'un point de vue moral, qu'on soit athée ou pas, on peut se servir de son intelligence pour faire le bien ou pour faire le mal, pour aider l'humanité, pour gérer des grands desseins ou pour poursuivre des buts totalement égotiques. Ça n'est pas très différent de ce que cela a toujours été dans l'histoire humaine. Le fait vraiment nouveau, comme je le disais il y a 2 minutes, c'est que plus nous progressons dans une société de la connaissance, plus les gens qui sont intelligents ont beaucoup de pouvoir. Quelqu'un qui a un quotient intellectuel moyen aux États-Unis gagne entre 15 et 35 000 $ par an. Quelqu'un qui a 160, 170 de QI, comme les petits génies de la Silicon Valley, les Brin, les Page, les Musk, etc., il gagne plusieurs milliards de dollars par an. Cette prime à l'intelligence conceptuelle, elle est d'autant plus importante que nous nous enfonçons dans une société de la donnée, dans une société conceptuelle, dans une société de la connaissance. Alors ce qui me paraît le plus intéressant, c'est que manifestement on ne dit que des conneries sur le sujet. Quand vous prenez le travail qu'a fait Edge.org, qui a colligé l'avis des 100 meilleurs spécialistes mondiaux sur l'intelligence artificielle, il y a 18 mois, vous avez 100 avis différents. Il n'y a pas 2 experts au monde qui ont la même vision du risque porté par l'intelligence artificielle. Risque sociétal, risque d'une intelligence artificielle hostile de type Terminator. Il n'y a pas 2 avis identiques. Donc il n'y a pas de sujet aujourd'hui sur lequel il y ait un plus grand dissensus que l'intelligence artificielle. Donc il faut manifestement travailler le sujet.
nous sommes, quand nous parlons d'intelligence artificielle, nous sommes portés par nos projections, nos peurs, nos angoisses, nos archaïsmes. Nous ne sommes pas du tout rationnels. Si nous voulons avoir une stratégie efficace face à l'intelligence artificielle, il faut que nous travaillions davantage sur ce qu'est l'intelligence, ce que peut être l'intelligence artificielle, et sur la façon d'organiser les relations entre les intelligences artificielles et les intelligences biologiques, entre les intelligences faites de silicium et les intelligences faites de neurones. Aujourd'hui, il est très difficile de trancher le débat entre Musk et puis Mark Zuckerberg. Dans les deux cas, on a une posture. Zuckerberg veut absolument éviter que l'État fédéral ne régule l'intelligence artificielle qui est vitale pour le développement de Facebook, et à l'opposé, Elon Musk a une stratégie opposée. Il souhaite que l'on régule l'intelligence artificielle car c'est le positionnement politique qu'il a pris d'être un sage de l'intelligence artificielle qui empêche les têtes brûlées d'aller trop vite vers une intelligence artificielle qu'il croit être demain hostile. Il y a de multiples différences entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. La première, c'est que l'intelligence humaine, elle a mis 3,5 milliards d'années pour émerger, depuis la première cellule. Le neurone lui-même est apparu il y a 550 millions d'années. Donc entre le premier neurone lors de l'explosion du Cambrien, un petit peu avant l'explosion du Cambrien, et puis aujourd'hui, il s'est passé pas loin de 600 millions d'années. Le premier transistor a 60 ans. Donc on voit bien qu'on a des rythmes extrêmement différents entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. Ce rythme, on le voit à l'échelle de la vie, on le voit aussi à l'échelle d'un individu. Il faut plusieurs milliards de fois plus de temps pour former un cerveau biologique que pour éduquer une intelligence artificielle. Pour dupliquer une intelligence artificielle, il faut entre 1 millième de seconde et 1 seconde. Entre la position du missionnaire et le MBA du gamin ou le doctorat du gamin, il faut 30 ans. 1 millième de seconde dans un cas, à l'école de l'intelligence artificielle, 30 ans pour l'école des cerveaux biologiques. Il y a un facteur en plusieurs milliards entre les deux. Donc, le temps du silicium est un temps beaucoup plus rapide que le temps du neurone. À l'échelle des centaines de millions d'années versus les 60 ans de la vie du transistor, et à l'échelle de nos vies, former un enfant est extrêmement lent et n'est pas transférable. On ne transfère pas le contenu d'un cerveau d'un enfant à l'autre, d'une génération à l'autre. Il faut recommencer à chaque étape, alors que l'intelligence artificielle a une capacité très rapide à transférer le savoir. À côté de ça, le cerveau, il a une caractéristique très particulière que n'a pas l'intelligence artificielle et qu'elle ne va pas avoir tout de suite, c'est que le cerveau, il est très transversal, il est très multidisciplinaire et il est capable d'utiliser sa puissance sur des nouveaux sujets, alors qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'a pas cette capacité-là, qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. L'intelligence artificielle est très très verticale, elle a beaucoup de mal à faire du transfer learning d'un secteur à l'autre, alors que le cerveau humain fait ça très bien. La plasticité cérébrale aujourd'hui est très supérieure à l'intelligence artificielle. Si on voulait prendre une métaphore un peu simple, l'intelligence artificielle aujourd'hui est très proche d'un autisme de type Asperger, c'est-à-dire ces mathématiciens de génie qui vont apprendre des milliers de pages d'équations en les regardant une seule fois, mais qui ne sont pas capables de faire un café. L'intelligence artificielle est très rapide sur des tâches très déterminées, très verticales. Elle est totalement incapable de faire des choses nouvelles ou de faire des choses transversales, et c'est là où le cerveau humain excelle. Ce qui est important, parce que si nous voulons développer des complémentarités entre les cerveaux biologiques et les cerveaux artificiels, il va falloir que les cerveaux biologiques se nichent, aillent dans les secteurs où ils sont meilleurs, où ils sont complémentaires. Il est clair que l'on ne va pas demain utiliser des travailleurs humains aux 35 heures pour faire 1 milliard de fois moins vite la même chose que l'intelligence artificielle fait quasi gratuitement. Cela n'aurait pas de sens. Donc les cerveaux biologiques doivent aller
là où ils ne sont pas concurrencés par l'intelligence artificielle. Or aujourd'hui, on voit bien que l'éducation nationale forme beaucoup de nos enfants à des tâches qui demain seront faites beaucoup mieux par l'intelligence artificielle que par nos cerveaux de neurones. Le pouvoir, c'est le pouvoir de tuer l'autre, c'est le pouvoir d'écraser l'autre, et c'est le pouvoir de décider à la place de l'autre. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'a pas de pouvoir parce qu'elle nous est inférieure, et nous pouvons la débrancher. Le jour où l'intelligence artificielle sera forte, c'est-à-dire aura conscience d'elle-même, il n'est pas impossible qu'elle cherche à avoir le pouvoir, et dans ce cadre-là, il est probable qu'elle le fera en nous prenant le pouvoir. Le pouvoir ne se partage pas. On le sait en politique depuis toujours, il n'y a aucune raison qu'entre l'intelligence artificielle et nous, si nous ne prenons pas garde, il n'y ait pas une supériorité de l'intelligence artificielle et une prise de pouvoir par l'intelligence artificielle. Le pouvoir, c'est pouvoir tuer l'autre. Tout. Ou lui imposer sa vision. Toutes les autres définitions sont des définitions bisounours, mais ne correspondent pas à la réalité sociologique. La société de la connaissance, elle pose un problème inédit à l'humanité. Entre une crevure comme moi et un déménageur, baraqué, il y a une différence de productivité d'1 à 3. Si on prend 3 avortons comme moi, on va faire le boulot d'un déménageur. Ou si je fais tout seul, je vais faire 3 ou 4 fois, je vais prendre 3 ou 4 fois plus de temps que le déménageur, mais je vais faire le boulot du déménageur. Pour la faire simple, on va dire que la différence de force physique entre 2 individus sur Terre, à part des gens malades ou des athlètes, elle varie de 1 à 3. Quand on prend 3 crevures, on fait le boulot d'un déménageur. En matière intellectuelle, si on prend 1 million de personnes ayant 95 de QI, on ne va pas remplacer un savant atomiste ou un data scientist. Les inégalités sur le plan intellectuel sont considérablement plus importantes que les inégalités physiques. Dans un monde qui n'était pas un monde complètement centré sur l'intelligence conceptuelle, on avait donc moins d'écart entre 2 individus en moyenne qu'on a aujourd'hui dans un monde de la connaissance. Car les inégalités d'intelligence conceptuelle sont considérables entre 2 individus. Et il n'y a pas de substitution possible. Autant en mettant des gens pas très musclés, on va remplacer quelqu'un de musclé, en prenant des gens moyennement doués sur le plan conceptuel, même en mettant des millions, ils ne vont pas diriger une fusée lunaire, et ils ne vont pas faire de l'astrophysique, et ils ne vont pas faire de la génétique. On a donc dans le monde de l'intelligence conceptuelle une spécificité très particulière qui est génératrice d'énormément d'écarts et d'injustices. Et aujourd'hui, à ce jour, nous n'avons pas de moyens de réduire les inégalités intellectuelles. L'école le peut un petit peu, mais à la marge. On voit bien qu'à la sortie de l'école, les différences de capacité intellectuelle entre les enfants sont considérables, parce que l'intelligence est presque aux 2/3 d'origine génétique. L'école, l'environnement intellectuel ne jouent que pour un gros tiers. Donc l'école ne peut pas dépasser les inégalités génétiques. Hélas, demain les choses vont changer. On voit bien qu'il y a dans la Silicon Valley un certain nombre de sociétés qui se proposent de fabriquer des composants électroniques pour augmenter le quotient intellectuel des gens doués ou des gens moins doués. C'est notamment le cas de la société Neuralink que Elon Musk a lancée en 2016 et qui vise à augmenter le quotient intellectuel et la mémoire des gens en mettant autour de nos 86 milliards de neurones des nanocomposants électroniques qui nous permettront de faire de notre cerveau un organe cyborg, c'est-à-dire un mélange entre intelligence artificielle et intelligence biologique. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc nous allons, dans les 2-3 décennies qui viennent, nous trouver face à une très très grande difficulté sociale pour trouver une occupation, un boulot, pour intégrer dans la société de la connaissance des gens qui ne maîtrisent pas bien la donnée, qui ne sont pas des gens data-driven. On voit bien
dans nos zones défavorisées, la difficulté à intégrer les gens, même si c'est pas politiquement correct. Et Emmanuel Macron, avant d'être président, avait parlé de la grande difficulté de reconvertir les ouvriers de GAD, parce que la plupart sont analphabètes, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas lire et écrire un texte. Ça lui a valu beaucoup de moqueries, mais c'était une réalité. Et les ouvrières de GAD ont énormément de mal à retrouver un boulot. C'est le cas également en Amérique du Nord avec les rednecks, les pauvres blancs américains de la Rust Belt qui, en dehors du fait qu'ils ont voté Trump, ce qui n'est pas ce qu'ils ont fait de plus intelligent, sont complètement abandonnés, sont en pleine crise de toxicomanie. Le nombre de morts chez les blancs pauvres par opiacés est en train d'exploser aux États-Unis, et ils ont de plus en plus de mal à trouver un boulot digne, car la plupart des métiers aujourd'hui requièrent des capacités conceptuelles qu'ils n'ont pas. Donc oui, nous nous sommes mis dans une situation terrible où nous n'avons pas rénové l'école, et nous avons dans le même temps un progrès assez rapide de l'intelligence artificielle qui, sur des tas de tâches qui jadis étaient réalisées par des gens moyennement doués, fait aujourd'hui beaucoup mieux qu'eux. Alors le problème va s'étendre, on voit bien aujourd'hui, IBM a annoncé le mois dernier qu'en cancérologie, sur les cancers du cerveau, une intelligence artificielle est 1000 fois plus rapide que les meilleurs cancérologues américains. Donc ce qui concerne les gens pas très doués va aussi concerner les gens doués dans les décennies qui viennent, mais les gens doués pourront plus facilement se reconvertir et aller vers des zones où ils seront complémentaires de l'intelligence artificielle que les gens qui n'ont qu'une très faible intelligence conceptuelle. Donc nous allons, oui, vers une crise sociale parce que nous n'avons pas planifié la montée en puissance de l'intelligence artificielle en réorganisant l'école, la formation et l'orientation, notamment l'orientation des gens les moins doués. Nous avons une concurrence entre les individus pour être les plus forts possibles face à l'IA. Nous avons une concurrence des entreprises pour maîtriser l'IA et gagner des marchés. Et nous avons aussi une concurrence géopolitique. François Hollande, avant de quitter l'Élysée, expliquait « La puissance des nations au XXIe siècle dépendra de leur maîtrise de l'intelligence artificielle ». Donc on voit bien qu'il y a une dimension géopolitique. Après l'échec du champion du monde de jeu de Go, qui est chinois, face à DeepMind, le logiciel de Google, les Chinois ont été ulcérés et ont lancé un immense programme de développement de l'intelligence artificielle pour devenir, d'ici 2030, les leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. On voit bien qu'il y a une concurrence géopolitique sur l'intelligence artificielle qui empêche une régulation internationale. Et chaque pays a l'impression, quand on parle de régulation de l'intelligence artificielle, qu'on veut le brider et qu'on veut l'empêcher de devenir prospère et plus puissant. Donc on voit bien qu'encore plus que pour le nucléaire, il va être très difficile de réguler l'intelligence artificielle parce que chaque pays va progressivement comprendre que sa puissance géopolitique, militaire, technologique, économique au XXIe siècle va largement dépendre de ses progrès en intelligence artificielle, ce qui va pousser tout le monde à prendre des risques au lieu de réguler l'intelligence artificielle au sens où un Elon Musk le souhaite. Il ne faut pas avoir une vision pessimiste. L'espérance de vie n'a jamais été aussi élevée. N'oublions pas que l'espérance de vie à Paris et à Bruxelles en 1750 était de 27 ans. Il n'y a jamais eu aussi peu de malnutrition sur Terre, et il y a même aujourd'hui beaucoup plus de diabétiques de type 2 et d'obèses que de gens en situation de malnutrition, y compris en Inde et en Chine. Donc nous vivons une période plutôt plus prospère qu'il y a 100 ou 200 ans. C'est vrai que nous sommes face à un défi tout à fait extraordinaire avec les nouvelles technologies. Il faut développer de nouveaux outils de régulation à l'échelle internationale. Il faut probablement l'équivalent pour l'intelligence artificielle de l'Agence de Vienne de régulation du nucléaire, et il faudrait qu'elle soit plus efficace que l'Agence de Vienne qui n'a pas pu empêcher le développement de multiples puissances nucléaires. On l'a vu avec la Corée. Et puis il faut une réflexion philosophique, sociologique, politique sur ces sujets-là. Le drame, c'est que la plupart des philosophes sont des vieux cons rabougris qui tiennent un discours qui est un discours castrateur, anti-technologie, qui les disqualifie
assez largement et qui empêchent qu'ils participent au débat. Donc on voit bien aujourd'hui que quand on parle des nouveaux philosophes, Le Point, il y a quelque temps, en a fait sa couverture, on montre les dirigeants de la Silicon Valley et on pose la question, est-ce que ce ne sont pas les successeurs de Platon et d'Aristote? Or, il faut, par rapport au courant transhumaniste, qu'il y ait des contre-pouvoirs, mais il n'y en a pas. Et les seuls contre-pouvoirs sont des bioconservateurs aigris qui veulent empêcher toute modernité et revenir aux pigeons voyageurs. Donc c'est très difficile de réguler et de créer des contre-pouvoirs quand les embryons de contre-pouvoirs sont en fait inaudibles. Et c'est le cas des contre-pouvoirs bioconservateurs. Et c'est dommage parce que face au courant transhumaniste, il faut bien sûr qu'il y ait un contre-pouvoir et il faut que les bioconservateurs se fassent entendre. Mais aujourd'hui, ils sont inaudibles. Je suis désolé d'être, comme d'habitude, assez clivant et pas très optimiste sur la nature humaine. Et je vous souhaite une joyeuse université d'été dans cet endroit que j'aime bien et qui est magnifique.